Je vais passer la parole à Bruno Tertrais. On a bien entendu les informations données par Valérie Pécresse, le propos du grand rabbin. Ce combat ne vaut que si les uns et les autres luttent aussi contre des forces venant de l'extérieur. Il ne s'agit pas que de la France. J'ai parlé de l'Oumma tout à l'heure, cette communauté, et je salue d'ailleurs la présence de l'imam Chargoumi qui est avec nous. Je vous demande de l'applaudir fortement parce qu'il vient chaque année et à toutes les réunions, et merci d'être là. Et nous parlons de laïcité et de fraternité, je crois que vous en êtes un magnifique symbole. Et justement, vous êtes de ceux aussi qui luttent contre ces forces qui desservent tant l'islam et qui viennent de l'étranger. Il était question de prosélytisme tout à l'heure. Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Merci beaucoup. Vos débats d'aujourd'hui portent d'une part sur le sociétal, d'autre part sur l'international, je l'ai vu, et je dirais que ma mission, c'est de faire le lien entre les deux, d'une certaine manière. J'interromps simplement pour donner la raison du départ de Valérie Pécresse qui doit aller au Téléthon, bel exemple aussi de solidarité. Donc voilà. C'est la raison pour laquelle elle nous quitte maintenant. Bruno, à vous. Merci. J'ai cru que les applaudissements étaient pour moi, que j'allais être applaudi à chaque phrase. Ce qui me fait... Alors, il y a exactement 10 ans, la France a d'une certaine manière pris acte du fait que les menaces d'aujourd'hui, les menaces du XXIe siècle, ne sont pas extérieures ou intérieures, mais qu'elles sont quasiment toujours liées. Et c'est pour ça que nous avons adopté, dans ce qui s'appelle le livre blanc sur la défense, un concept de sécurité nationale. Ce n'est plus la défense d'un côté et l'intérieur de l'autre, c'est la sécurité nationale. Et je crois que la pertinence de cette approche a véritablement été confirmée par les événements des 10 dernières années. Aujourd'hui, les 3 principales menaces, celles que je vais évoquer, qui pèsent aujourd'hui sur notre pays, ne peuvent être appréhendées que par l'action commune de l'ensemble des services de l'État, défense, affaires étrangères, intérieur, finances, culture, éducation, etc. Et bien sûr, par les collectivités locales, comme l'évoquait tout à l'heure Valérie Pécresse. Évidemment, la première de ces menaces, c'est le terrorisme, et sa forme djihadiste va rester pour longtemps une menace majeure pour nos sociétés. Une nouvelle phase va s'ouvrir bientôt, est en train de s'ouvrir avec le retour de nombreux combattants djihadistes de Syrie et d'Irak. Il y a environ 500 Français encore sur ce théâtre. Ceux-ci sont souvent aguerris, beaucoup vont tenter de revenir. On sait à quel point la génération qu'on a appelée des revenants d'Afghanistan avait déstabilisé nombre de sociétés et d'États du monde musulman. Nous allons faire face en Europe à ce nouveau défi pour notre part. Et je crois qu'il faut encore une fois dénoncer l'imposture intellectuelle qui consiste trop souvent à dire que nous sommes peu ou prou responsables du développement de ce terrorisme djihadite. Non, et ça je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, non, ce ne sont pas nos interventions militaires qui créent ou encouragent le terrorisme. D'ailleurs, la causalité va généralement plutôt en sens inverse. Si faute de notre part il y a, faute au moins morale, peut-être aussi parfois politique et stratégique, c'est bien plutôt d'avoir vu pendant longtemps, et parfois de continuer de voir, dans les régimes autoritaires que l'on appelle laïques, avec beaucoup de guillemets, du Moyen-Orient, les remparts les plus solides contre le terrorisme, alors que ceux-ci, non contents parfois de soutenir directement eux-mêmes le terrorisme ou de manipuler celui-ci, ont à mon sens largement contribué à la radicalisation d'une partie de leur société. Il faut également dénoncer ce très curieux relativisme qui consiste à comparer de manière absurde les morts causées par le terrorisme et celles qui sont causées par d'autres maux de notre société, tels que les accidents de la route, car vous le savez, et pourtant malheureusement certains de mes collègues, entre guillemets, font cette comparaison pour relativiser la question du terrorisme. Car vous le savez, bien sûr, la force du terrorisme ne se mesure pas seulement dans ses effets physiques. Il a pour but, bien sûr, non seulement de terroriser nos concitoyens, mais aussi d'influencer l'action de nos gouvernements. Il faut enfin, à mon sens, se garder des assertions faciles qui consistent à faire porter toute la responsabilité du terrorisme sur tel ou tel État ou ami ou allié. Il est aujourd'hui extrêmement rare que ceux-ci soutiennent directement des entités djihadistes, même si cela a pu être le cas, notamment en Syrie, s'agissant de la Turquie et du Qatar, qui n'ont pas été pour rien dans la radicalisation d'une partie de la rébellion syrienne et le succès, à l'époque, des forces affiliées à Al-Qaïda.
Mais d'une certaine manière, je crois que, vous me permettrez cette formule, l'arbre du terrorisme ne doit pas cacher la forêt de l'islamisme. Car je crois que c'est la seconde menace qui pèse sur la société française. Elle est différente, comme le terrorisme, mais de manière plus insidieuse et peut-être plus puissante. Au bout du compte, l'islamisme politique vise à fracturer le pacte républicain, à diviser la société française, à communautariser notre pays, sans parler de ceux dont les objectifs sont encore plus ambitieux et qui, encouragés par certaines projections démographiques parfois douteuses, souhaitent faire de notre pays une terre dominée par l'islam. Ils sont heureusement très minoritaires. Mais l'islamisme gagne du terrain. En 2017, on a vu fleurir, vous le savez, de nombreux partis islamistes lors des élections législatives. Si la mouvance salafiste de l'islamisme tient souvent le haut du pavé, c'est peut-être l'autre mouvance, celle qui est affiliée aux frères musulmans, dont l'activisme est le plus marqué, le plus professionnel, qui constitue le problème le plus grave pour notre société, notamment en raison de la séduction qu'il exerce non seulement sur nombre de nos concitoyens, mais aussi sur certaines forces politiques, généralement à gauche. Dès lors qu'ils respectent le pacte républicain, bien évidemment, les musulmans de France doivent pouvoir exercer librement leur foi. Et l'immense majorité d'entre eux, il faut toujours le redire, n'est pas concernée. Il n'est plus possible, en revanche, de tolérer dans nos banlieues et ailleurs les agissements séditieux de prédicateurs et d'associations financées par l'étranger. Et ici, la responsabilité de certains de nos grands partenaires, tels que l'Arabie saoudite et le Qatar, encore une fois, n'est pas mince. Cependant, soyons clairs, on ne fera pas disparaître ce problème en se contentant de fermer tel ou tel robinet de financement. C'est un combat permanent, cela sera un combat permanent dans lequel les élus locaux, notamment, auront un rôle majeur. Et il ne se gagnera pas à coup de fausses solutions telles que l'arrêt total de l'immigration ou le refus d'accueil de tout réfugié. Ce tableau ne serait pas complet sans la mention d'une troisième menace qui pèse sur la société française. Il s'agit de la politique menée par le gouvernement actuel de la Russie. Soyons clairs, même si son comportement aux frontières de l'Europe pose problème, celui-ci n'est pas aujourd'hui une menace militaire pour la France. Mais il doit être considéré, à mon sens, comme un adversaire politique. Car ne nous y trompons pas, le Kremlin est engagé depuis la réélection de M. Poutine en 2012 dans un effort systématique, méthodique, de division et d'affaiblissement de l'Occident en général et de l'Europe en particulier. Le gouvernement russe cherche non seulement à manipuler les opinions publiques, mais aussi, désormais, à influencer directement le jeu démocratique, y compris par des moyens illégaux, comme on l'a vu notamment, mais pas seulement, aux États-Unis, en Royaume-Uni, mais aussi en France. Pour la Russie, tous les moyens sont bons, désinformation, opérations d'influence sur les réseaux sociaux, compromission de personnalités, tentative d'achat au sens propre du terme de journalistes, financement de partis politiques. À ce sujet, que n'aurait-on pas dit si l'un des 4 principaux partis politiques français avait été financé par les prêts d'une banque américaine, etc., etc. J'imagine que certains d'entre vous pensent que cette menace est différente et peut-être moins grave que les 2 précédentes. Ce serait une erreur. D'abord parce que cette campagne, au sens presque militaire du terme, tellement elle est bien organisée, est sans précédent depuis les années 1950 et sans doute plus efficace qu'elle ne l'était à l'époque. Ensuite, parce qu'elle n'est pas sans lien avec les problèmes que j'ai évoqués précédemment. Car Moscou fait son miel de l'insécurité identitaire occidentale, attise les haines, encourage le sentiment d'exclusion de telle ou telle frange de nos sociétés, favorise le délitement du pacte démocratique, tout en se présentant comme la championne d'une conception, entre guillemets, blanche et chrétienne de la civilisation européenne. Quant à voir dans la Russie contemporaine un bastion de la résistance contre le terrorisme, cela relève, là encore, de l'imposture. Comme l'Arabie saoudite en son temps, la Russie d'aujourd'hui n'hésite pas à exporter ses djihadistes pour qu'ils ne soient pas une source de troubles à l'intérieur du pays. Et le combat de Moscou en Syrie a bien davantage porté sur l'extinction de la rébellion et la protection du régime de Damas que sur l'extermination du djihadisme. Chers amis, notre culture républicaine fait ainsi face à un double défi. Le premier est celui de la division et de l'enfermement communautaire. Le second est celui de la corrosion des soubassements de nos institutions, le libéralisme politique ou la démocratie représentative. Des forces venues de l'étranger, des forces d'origine étrangère y travaillent activement. La République est résiliente. Elle l'a montré lors des épreuves que nous avons connues depuis 2012. Mais le pacte républicain n'est pas sans fragilité.
La France est peut-être mieux armée politiquement et intellectuellement que certains autres États occidentaux pour faire face à ces menaces culturelles, politiques et sécuritaires. Mais c'est un combat de tous les jours. C'est un combat dont l'issue ne sera jamais acquise. C'est un combat qui ne se prête pas aux solutions faciles. Et c'est un combat qui requiert et requérera pendant longtemps la mobilisation de tous nos citoyens. Je ne connais pas de thème plus important pour l'avenir de notre société que celui qui a été choisi pour votre convention d'aujourd'hui, ce beau mot de laïcité qui est au cœur de notre République et que nous devons réapprendre à faire aimer. Je vous remercie. Merci Bruno Tertré pour ces informations que vous nous donnez et que la plupart d'entre nous ne connaissaient pas forcément.